Mais ce que je veux dire, c'est que cette démarche-là ne me semble pas séparer la science-fiction de la science, parce que ça me semble tout à fait une démarche tout à fait scientifique, s'il s'agit à un moment donné de retrouver une explication qui peut tout à fait expliquer un certain nombre de choses comme ça. Cette démarche qui consisterait à faire varier les constantes ou à changer les valeurs constantes, c'est a priori assez commun dans certains aspects de la cosmologie ou de la physique théorique, avec des raisons qui sont fondées. Par exemple, faire varier la constante de la gravitation, qui est une constante fondamentale en termes de la relativité générale, c'est tout à fait, comment dire, presque banal. Il y a plein de théories qui envisagent ce fait-là. Ça consiste à introduire une dimension, c'est équivalent à introduire une dimension supplémentaire à l'espace, qui fait que ça se traduirait dans notre espace à nous, avec une constante de la gravitation qui dépend du temps, voire de l'espace. Mais le point, c'est qu'ensuite, pourquoi ces théories-là peuvent souvent échouer, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à reboucler et à expliquer d'abord toutes les conséquences qu'elles engendrent par ailleurs, mais simplement des faits d'observation assez immédiats. Parce qu'elles ne tiennent plus, elles ne sont plus considérées comme scientifiques, même si elles pourraient être considérées comme possibles pour la science-fiction. C'est là que se situerait vraiment la différence. Je voudrais dire l'attention sur le deuxième terme de science-fiction qui est fiction. Donc nous sommes dans des romans, et les romans ce n'est pas la matière humaine, hein, c'est simplement des personnages. Il faut jamais oublier le point de vue du personnage. Je pense que l'intérêt principalement des récits de science-fiction comme dans tous les romans, c'est de parler de l'humain, et donc de l'humain dans certaines circonstances, dans certaines situations. Je pense que l'intérêt effectivement de ces nouvelles constantes, ces nouveaux univers, c'est de mettre l'humain dans d'autres circonstances qui fait qu'on va explorer davantage l'humain, mais je pense que d'abord et avant tout, la science-fiction, peut-être que je la conçois moi, c'est une façon d'explorer l'humain plus que d'explorer l'univers. Puisque en tant que romancier, ma principale matière finalement, c'est la matière humaine, ce sont les personnages. Les personnages qui sont d'ailleurs par eux-mêmes non résumables à des théories. Chaque être humain a énormément de contradictions, a des émotions, a des sensations. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant qu'auteur, c'est de projeter l'humain dans certaines dimensions, dans certaines circonstances, et de voir comment il réagit, donc de l'explorer, et donc de l'explorer de façon encore plus, de façon plus large, plus globale, pour ramener à ce que nous sommes là maintenant une expérimentation d'humain. Donc ce sont des fragments d'humains qu'on va chercher dans l'espace et qu'on ramène sur le terrain maintenant. Bien. Juste sur l'humain, d'ailleurs, je connais bien Dune, Frank Herbert, justement, il fait les deux, c'est-à-dire qu'il y avait c'est des humains qui étaient transformés avec des mélanges, etc., qui permettaient de faire replier l'espace, voilà, oui, tout à l'heure de l'esprit. De ceux qui peuvent le vaisseau, etc. Enfin, les mutants qui peuvent le vaisseau. Alors, peut-être qu'on peut prendre quelques questions, parce qu'on a abordé des notions assez hard, hein, si je peux dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Plusieurs. Allez-y. Une petite remarque à propos des micros. de ce que vient de dire Pierre, mais moi, c'est la quatrième fois que je l'ai fait ici, c'est que je rappelle que la différence entre la science et la fiction, c'est aussi qu'il y a deux critères d'évaluation totalement indépendants, et je ne dirais même pas, je dirais sans la moindre corrélation. La science est évaluée à l'aune de l'expérience et de la réalisation de la chose, alors que la fiction est évaluée à l'aune de la vraisemblance perçue par le lecteur. Et ces deux critères sont totalement disjoints et non corrélés. Maintenant les questions. Moi j'avais... Peut-être, vous voulez réagir là-dessus? Qu'est-ce que vous appelez vraisemblance? Probablement l'effet de réel, non pas... L'effet de réel, mais cet effet de réel n'a rien, comme le disait Boileau autrefois, l'effet de réel et le réel n'ont rien en commun. Ça, c'est supposer déjà qu'il existe un réel qui est figé, qui est extérieur à nous, etc. C'est pas ça. Le réel de la science, ça dépend. Ça me paraît pas aussi... À moins d'aller dans le solipsisme,
il doit exister quelque chose en dehors de notre esprit. Je ne sais pas, ce que je connais, c'est ce que je dis sur le réel. Oui, nous on a accès qu'à ce qu'on voit du réel, ça c'est autre chose. Mais le réel doit être existant à sa perception. Sinon on arrive dans le solipsisme. Alors, on va pas... Alors là, sur des notions un peu complexes, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais monsieur, vous avez une question? Il y a quelque temps est paru un certain nombre d'articles sur ce qu'on appelle l'anomalie pionnière. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. On cherchait ce qu'on appelle les artefacts, c'est-à-dire des problèmes dans la mesure, donc le fait que la sonde pionnière en 10 n'était pas exactement là où elle devait être. Je crois qu'elle va plus lentement frange du système solaire. Et moi, l'impression que ça me donnait, c'est que beaucoup plus proche de chez nous que ce qu'on imaginait, et ça résout peut-être en partie, ça pose différemment la question de la mesure. On avait un genre d'ambassadeur, un point matériel, technique qu'on connaît, qui nous commençait peut-être à nous renseigner sur une physique qui n'était pas celle qu'on imaginait. Alors, soit une physique, soit peut-être la présence d'une matière, d'un phénomène, je ne sais pas, du choc terminal, des choses comme ça. Donc, au premier temps de la marche, est-ce que ça donne pas envie d'écrire quelque chose là-dessus, ce simple fait qui a, à mon sens, pour l'instant, pas trouvé de solution, je ne suis pas pour le développement. Et deuxièmement, si une des explications c'était précisément qu'il y ait la masse qui perturbe les choses, on parle de trous noirs infinitésimaux, ça peut peut-être exister de manière théorique. S'il y avait donc au-delà du système solaire tout un tas d'objets, en fait dans l'espace interstellaire, des objets comme ça qui se baladent, est-ce qu'en ayant une cartographie de ces objets, de la même manière qu'on fait du rebond avec des incréments de vitesse modestes sur les planètes du système, on ne pourrait pas, sans avoir recours à aucune nouvelle physique, en jouant des effets de marée, en s'approchant pas trop près, rebondir et aller atteindre des vitesses beaucoup plus considérables grâce à ce genre d'objets qui sont a priori prédits. Sur l'anomalie pionnière, vous avez raison, il s'agit donc d'un mouvement de la sonde venir à la limite du système solaire et que son mouvement ne semblait plus être en accord avec les prédictions attendues par les lois de la physique classique, disons. Alors, il y a eu plusieurs propositions, effectivement, on a montré que ça pouvait être cohérent avec la présence justement d'un champ scalaire, d'une énergie supplémentaire locale. Mais ensuite, à ma connaissance, je crois que le problème a un peu été bouclé, clos, par le fait que l'explication sur la technologie interne à la sonde pouvait montrer qu'elle avait modifié en fait, ses conditions et qu'elle pouvait, ce qui pouvait expliquer son mouvement. Mais si vous voulez, toutes ces problématiques de mouvement anormal de corps, ça rejoint le problème de l'énergie noire, de l'accélération de l'univers, etc. Ou même de la concentration de la matière noire. Imaginez qu'il y ait de la concentration de matière noire de façon importante au niveau du système solaire, même si ça pourrait expliquer certains faits comme par exemple l'anomalie pionnière, etc. Ça pose des problèmes dans d'autres situations. La matière noire peut se concentrer sur ces échelles-là. Donc c'est pour ça que généralement c'est pas ce genre d'explication qui est, à ma connaissance, retenue. Mais ça ne remet en cause en rien le fait observationnel et la nécessité, effectivement, d'aller voir au-delà de la description classique de l'imaginaire laboratoire. Maintenant, sur le côté, faire acquérir un mobile, une vitesse plus importante par rebond, c'est ça, vous disiez, par rebond sur les planètes. Comment? Sur les noirs. Écoutez, je ne connais pas ça. Pourquoi pas? Je ne connais pas vraiment cet aspect-là. La présence de ces trous noirs microscopiques sont souvent interprétés comme des trous noirs primordiaux. Parce que les processus de formation de trous noirs stellaires, les masses comparables à la du Soleil, ou les trous noirs supermassifs, une fois la masse du solaire, les trous noirs intermédiaires entre 10
10 100 fois la masse solaire, les processus de formation sont très différents. Ils peuvent apparaître lors de la formation de ces objets respectifs. C'est pour les récits.